Allez, on y retourne. Alors, est-ce qu'on est bien? On a nos petits serveurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a nos clients, on est bien? On est bien, Tintin? Parfait. Allez, alors, on va commencer par faire, comme je vous l'ai dit, on va commencer avec les clients. Les clients. Alors, j'ai besoin de mes deux clients. Qui sont... Alors, mon client 02, il est là. Et mon client 01, il est là. Ah bah oui, ça c'est pas comme ça. N'importe quoi. Alors, donc, tout le monde est là? Are you ready? C'est bon? Est-ce que le stream? Je vais vérifier. Donc, sur toutes les machines Windows que vous avez, que ce soit des machines clientes ou des machines serveurs, ce sera la même chose. Les services bureau à distance, il faut les activer. Pour ce faire, je vous invite à aller sur votre client 02, par exemple. Et est-ce que vous vous souvenez comment est-ce qu'on fait pour renommer une machine sous Windows? C'est quoi qu'il faut lancer comme programme? Et bien vous faites pareil, mais c'est pas dans l'onglet nom de la machine, c'est dans l'onglet utilisation à distance. Donc quand vous faites sysdm.cpl, quand vous avez les propriétés du système, vous avez utilisation à distance. Et tout ce qui concerne le bureau à distance se trouve ici. Ce que je fais sur mon client 2, vous pouvez le faire sur votre client 1, sur n'importe quel client ou sur n'importe quel serveur. Toutes versions confondues. Alors, toutes versions confondues, pardon. Les versions professionnelles, évidemment. Sur la version familiale, vous ne l'avez pas, le bureau à distance. C'est une des différences. Et donc, vous voyez que normalement, par défaut, sur un Windows fraîchement installé, au niveau du bureau à distance, il y a écrit « Ne pas autoriser les connexions à distance à cet ordinateur ». Donc, on ne peut pas se connecter en bureau à distance à un ordinateur Windows par défaut. Alors, bien sûr, si vous voulez que quelqu'un se connecte en bureau à distance à cet ordinateur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer sur « Autoriser la connexion à distance à cet ordinateur ». Tout simplement. En dessous, vous avez deux choses. Vous avez ceci. N'autorisez que l'accès à distance des ordinateurs avec ce bureau à distance avec authentification NLA. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, l'authentification NLA? C'est un système de chiffrement de l'authentification qui est plus performant que si vous ne l'aviez pas. Donc, Monsieur Sécurité vous invite fortement à cocher cette case. Attention. Je vous ai dit que pour vous connecter en bureau à distance, il fallait lancer quel programme? Raté. MSTSC. Voilà. Si vous cochez la case n'autorisez que les connexions NLA, ça veut dire que votre client de connexion bureau à distance, il est suffisamment récent pour prendre en charge le NLA. Si vous avez un ordinateur Windows dont le système d'exploitation est supérieur à Windows XP Service Pack 3, vous avez un client qui gère le NLA. Ça va, Windows XP Service Pack 3, normalement ça fait longtemps que vous en avez plus. Si vous avez un client Windows, mais pour se connecter en bureau à distance, il n'y a pas que Windows.
Là, on est en train de parler de je suis sur un ordinateur Windows et je me connecte à un autre ordinateur Windows. Il n'y a pas que Windows dans la vie. Peut-être que l'ordinateur sur lequel vous vous trouvez, c'est un Linux. Peut-être que l'ordinateur sur lequel vous vous trouvez, c'est un Mac. Peut-être que l'ordinateur sur lequel vous vous trouvez, c'est un Android. C'est un iOS. C'est une tablette, c'est n'importe quoi. Donc en fait, ce fameux client de connexion bureau à distance, nous ici actuellement on a la version fournie par Microsoft, mais il y en a plein d'autres. La problématique va se poser si vous êtes sur un ordinateur qui n'est pas une machine Windows. Si vous voulez vous connecter en bureau à distance avec un ordinateur qui n'est pas un Windows, il va vous falloir un client de connexion bureau à distance. Ce client, est-ce qu'il va être compatible avec le NLA ou pas? Bah j'en sais rien, je connais pas tous les clients du monde. C'est possible que oui, c'est possible que non. Donc Monsieur Sécurité, il vous dit, il faut cocher cette case, parce que comme ça vous avez un client performant au niveau sécurité. Et Monsieur Praticité, il vous dit, voilà, non mais les gens qui se connectent, ils ont n'importe quoi, ils ont des Mac. Bon, bah alors il faut décocher pour qu'ils puissent se connecter. Parce que sur les Mac, il n'y a pas de client de connexion bureau à distance compatible NLA. C'est un mensonge. Il y en a, mais ils sont payants. C'est un mensonge. Il y en a. Ça dépend de la version aussi. Vous avez peut-être un vieil iPad qui n'a pas une version récente de connexion bureau à distance. Vous avez peut-être un vieil Android. C'est peut-être par un navigateur, enfin je sais pas. Donc il peut y avoir X ou Y raisons qui font que vous n'êtes pas compatible avec le NLA. Donc ça peut être une raison pour laquelle vous n'arrivez pas à vous connecter. En ce qui concerne les clients Microsoft, ils le font tous depuis longtemps. Donc là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Encore une fois, comme souvent, pour le côté pratique, je coche pas cette case comme ça, n'importe quel client peut se connecter, même les anciens. Pour côté sécurité, je coche cette case. Il faut des clients compatibles NLA. Et autre chose, je vois que dans cette boîte de dialogue, il y a un petit bouton « Sélectionner des utilisateurs ». Donc là, l'idée, ça va être de dire « Je vais me connecter en bureau à distance ». Oui. Qui a l'autorisation de se connecter en bureau à distance sur une machine Windows? Eh bien, les personnes qui vont apparaître quand je vais cliquer sur ce bouton-là. Donc, je vais cliquer sur « Sélectionner des utilisateurs ». Voici les utilisateurs qui ont le droit de se connecter en bureau à distance à mon client 02. Il y a qui? Il n'y a personne. Donc pas d'administrateur? Pas tout à fait, que personne. Les utilisateurs ci-dessous doivent pouvoir se connecter ainsi que les membres du groupe administrateur. Donc si vous êtes administrateur, vous avez le droit de vous connecter en bureau à distance à cette machine. Tout à l'heure, je vous avais parlé d'une problématique, d'un cas de figure qui était... Pardon. Qui était où? Voilà, qui était là. Sur un ordinateur se trouvant à la maison de Brigitte, elle va se connecter en bureau à distance à son PC qui se trouve à l'entreprise. Ben, quand elle va se connecter en bureau à distance, il faut s'authentifier. Il faudra un login et un mot de passe. Brigitte, elle connaît quoi comme login et mot de passe? Le sien. Donc il faut que son compte utilisateur soit autorisé à se connecter en bureau à distance à sa machine. Donc ça va se traduire par quoi? Ça va se traduire, imaginons que le client 02, c'est l'ordinateur de Brigitte. Et je veux autoriser Brigitte à se connecter en bureau à distance à son ordinateur. Ben, j'ai juste à cliquer sur le bouton ici, ajouter. Et j'ajoute... j'ai pas de ça, moi. Non, dis-moi pas que j'ai pas créé mes comptes. Tu déconnes. Ah non, mais j'ai créé... Pourquoi j'ai fait ça, moi? Bien sûr, voilà. Donc là, ce que je viens de faire, je viens d'autoriser le compte utilisateur Evergreen à se connecter en bureau à distance au client 02, parce que le client 02, c'est le PC sur lequel Eva travaille tous les jours. C'est son ordinateur de travail. Donc elle pourra se connecter en bureau à distance à son ordinateur de travail. Sans devenir administrateur, évidemment. Donc ça, c'est une opération qu'on fait souvent aujourd'hui dans le cadre du télétravail pour des utilisateurs qui sont, je sais pas, 3 jours sur site dans l'entreprise et 2 jours en télétravail. Les 2 jours en télétravail, ils peuvent se connecter à leur ordinateur
avec leur login et leur mot de passe qu'ils utilisent tous les jours. C'est le même compte. Vu que c'est des droits qu'on donne localement, c'est mieux de faire comme ça que de mettre dans un groupe utilisateur du bureau à distance. Il n'y a pas un groupe, on peut le mettre là et... Alors, si, on pourrait, mais c'est forcément individuel. C'est-à-dire que là, je suis sur le PC d'Eva Green. J'ajoute Eva Green. Mais sur le PC de Brigitte, il faudra que j'ajoute Brigitte. Sur le PC de Pierre, il faudra que j'ajoute Pierre. Donc en fait, on ne peut pas créer un groupe pour les mettre tous dedans. Vu que c'est des autorisations individuelles sur chaque poste. Donc voilà, Eva Green, elle n'a pas le droit de se connecter en bureau à distance au PC de Brigitte. Ce sera que au sien. Donc on peut pas l'automatiser. C'est pas un truc qu'on peut faire par GPO par exemple, ça. Ça, c'est pas possible. Parce que sur chaque ordinateur, c'est un droit différent. Donc c'est pas faisable par GPO. Ça, faut vraiment le faire à la main. Ça, malheureusement, ou heureusement. On peut pas faire différent. Voilà. Donc ça, c'est... donc j'autorise Eva Green à se connecter en bureau à distance à sa machine. En passant par cet intermédiaire-là. Et ceci répond aussi à la question, vous vous souvenez du mode de session étendu? Je vous ai dit de ne pas utiliser le mode de session étendu, sauf si vous êtes administrateur. Pourquoi? Parce que la connexion en mode de session étendu, c'est une connexion bureau à distance en fait. C'est ça qui fait. Et vous le voyez, par défaut, par défaut sur les machines, il n'y a que les administrateurs qui peuvent se connecter en bureau à distance. Donc il n'y a que les administrateurs qui peuvent utiliser le mode de session étendu. C'est pour ça. Et c'est pour ça, alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais quand vous étiez utilisateur ordinaire et que vous vouliez utiliser le mode de session étendue, ça vous disait que vous n'aviez pas le droit de vous connecter en bureau à distance. Le message d'erreur, il n'avait rien à voir avec le mode de session étendu. Ça parlait du bureau à distance. C'est pour ça. Donc là, si je fais OK, j'ai autorisé Eva Green. J'ai autorisé le bureau. Oui, j'ai autorisé le bureau à distance. Donc maintenant, on peut se connecter en bureau à distance au client 02. Et Eva Green peut se connecter en bureau à distance au client 02. Vous avez créé des comptes utilisateurs dans Active Directory? D'accord, donc vous allez pouvoir faire ça. Donc l'idée, ça va être ceci. Hop, je vais faire les choses dans l'ordre. On va faire comme si le client 02, c'était l'ordinateur d'Eva Green. Je vais me connecter avec Eva Green. Donc vous vous connectez avec Eva Green et je voudrais que vous fassiez des choses, par exemple, mettre des fichiers sur le bureau, créer un raccourci, mettre des fichiers dans le dossier document, comme si elle travaillait en fait, c'est qu'il y ait du contenu. L'objectif après, une fois que vous avez rempli le bureau d'Eva Green, enfin qu'elle travaille, vous allez vous connecter en bureau à distance au PC numéro 2, à partir d'une autre machine. Et bien sûr, c'est Eva Green qui va se connecter à son propre PC, mais à distance cette fois. C'est moins bien qu'elle. Ça reste une Eva. C'est ça. Eva, c'est bien. Donc alors, hop. Ah oui, il faut que je mette des trucs.
Ah mais non, je sais, je vais changer de dossier, je vais faire... C'est le dossier drama. Dans le dossier drama, on va mettre un fichier Pierre, Et c'est bon. Alors là, et on va faire un dossier Sylvain. Ah, c'est le plus beau des 10 dernières années. Hein. c'est le meilleur. Alors La là... réponse de Sylvain, elle est. Elle est magique. Ah non, mais le mieux, c'est la réponse de Pierre. Oui, c'est ridiculisé sur le salon live. Ah non, mais hallucinant. Qu'est-ce que j'ai rigolé. T'as regardé le dernier truc de Pierre? Bah oui. J'avais pas réussi. Ah, j'ai pas regardé le dernier de Sylvain. Parce qu'il en a refait une réponse. Oui, C'est génial. Hier soir, elle est là. Ah, hier soir, j'ai pas vu celle d'hier soir. Ah, mais la réponse de Pierre, elle est magique. Ah, non, mais c'est ridicule. Le mec. Alors, à force de regarder les reacts de tous les Ouais, autres youtubeurs qui c'est réactent, ça, je regardais il y a une fille que j'aime bien et qui fait du game et elle a fait ouais je connais pas, je regarde machin et elle a dit attends, j'ai une théorie. Parce que pour qu'il soit nul à chier à ce point-là le Pierre, c'est qu'en fait il regrette ce qu'il a fait de sa vidéo Ouais, ouin là oui. de cet été Tu et il a dit bah je veux tout rendre à Sylvain, je veux tout lui donner. Donc en fait il dit moi je me retire du game. Et je veux rendre à Sylvain tout ce que je lui ai pris, donc je fais tout pour être le plus naze possible. Et comme ça, c'est Sylvain qui va tout récupérer. Et moi, je vais aller vivre dans le Larzac, Ah bah, élever des chèvres. Il peut que faire ça. Je me suis dit, ah, c'est peut-être ça là. En tout cas, ce serait cohérent par rapport à toutes les conneries qu'il dit. Ouais, mais à mon avis, les deux. Pour moi, les deux, c'est des merdes, les deux. Comment ça, c'est des merdes? Carrément. C'était hyper bien fait. Bah oui, bon, c'est comme ça. Tu sais, quand il y a des divorces comme ça, Oui, sur les temps partagés. évidemment que les torts sont Voilà. partagés. Après, Après, il y en a un, c'est mieux fait que l'autre. Ouais, c'est ça. oui, mais c'est mieux fait, c'est ça. Ça, c'est divertissant, c'est du divertissement. Oui. Oui, on est là pour se divertir, non? Moi, Ah bah, YouTube, c'est que du divertissement. T'es là pour t'amuser. Enfin, c'est hyper bien fait quand même. Ah oui, c'est sûr. Ah, c'est hyper bien fait, j'ai adoré. Donc Sylvain. On rend l'argent. Rends l'argent. Rends l'argent. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'il est. Oh, puis c'est pas fini. Il a répondu Sylvain, faut absolument que j'aille voir sa réponse. Ouais, sur le live, il a fait. Non, il a fait aussi un live. Ouais. Hop. Après, je sais pas dans tout ce qu'il dit. Je crois que le truc que j'ai préféré dans tout ce qu'a dit Pierre, c'est... Alors, oh, c'est pas d'adultère. Hein. Je t'ai trompé, mais c'est pas d'adultère. C'est exactement le meilleur passage. Ah, c'est le meilleur passage. Oh, ça va. Les mots ont été un peu trop forts. Ça va. Oh, c'est pas d'adultère. Hein. Les mots, hein, ça. Et puis, alors, le coup du bar. C'est pas une infidélité, c'est une tromperie. Oui, voilà, attention. Hein. C'est pas d'adultère, c'est tromperie. Pas pareil. Le coup du bar. Non. Moi, je veux que les gens s'alcoolisent. Mais pas trop vite. Après, Ah, la là, magie. je trouve que c'est là où il est le meilleur finalement. Oui. Parce que le reste du temps, c'est quand même Sylvain qui portait la chaîne. Ah bah oui. Ah Et bah là, de toute façon, il était ça a que toujours été camarade, Sylvain qui portait la chaîne. Et là, pour le coup, c'est bien. Là, il est en train de percer dans la connerie, c'est pas mal. Ah oui, 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 là, il perd. Je sais pas dans quel... Comment ça s'appelle cette spécialité? Je sais pas. Déjà, je crois dans la mauvaise Le, foi. le- le tirage de pied dans les... Le tirage de balle dans le pied. La mauvaise foi, elle est. Ah ouais, dans la mauvaise foi, là, il est... on Ouah. est sûr. Puis le non-respect. Eh les gars, réfléchissez. Sérieux, les mecs. Non mais sérieux, arrêtez d'être con. Non mais vous avez un cerveau, vous êtes... T'as fini de nous prendre pour des débiles? Dans toutes les vidéos qu'on voit avec lui, il apporte rien. Non. Physiquement, en fait, c'est toujours en train de clasher. Oui. Et, Après, ouais, mais il était là normalement pour s'occuper de la technique. Ouais. Le cadrage, la couleur, la vidéo. après qu'ils en fassent un duo, pourquoi pas. Mais après, il y a partie du temps. Bon, bah, Ah, c'est magnifique. c'est bien, ça fait quand même des. C'est bien, c'est pas fini, ça fait des vues et tout. Des ans en plus que toi. Ah oui, là... Mais je vais peut-être faire un drama alors. Il faudrait des dramas, il faudrait des dramas. Faudrait que je fasse un petit drama pour... Mais attaque l'autre de TSSR. Ah ouais, il va attaquer l'autre, c'est plagiat. Je t'ai envoyé une lettre. T'as des haters, ils te montrent tout le drama normalement. Ah bah j'en ai déjà eu des haters. Ouais.
ça pour personne. Les utilisateurs, c'est pas beaucoup, tu vois. Ils ont appelé ici directement, c'est pas ouf. Ils ont même pas fait une vidéo réponse à Light Twitch. C'est des codes. Même si c'est haineux, allez-y. Ah non, mais il faudrait qu'on fasse info. Regarde, tu crées un compte et c'est toi. Tu dis, ouais, alors, qu'est-ce que ça veut dire c'est quoi, elle critique tout le monde? C'est quoi ces histoires de limonade? Il accuse les fonctionnaires. Eh ouais, même pas vrai. Aucun respect. Aucun respect. Ah non, mais là, le Pierre, il nous a fait la masterclass. La masterclass. La pleureuse. Ah ouais, elle est là, la pleureuse. Pour les cristaux, là. Non, mais là, non, les mecs, la pleureuse. Bon, j'ai les rushs et tout, mais bon, je vous les montre pas, mais. Vidéo. Je vous les montre pas, mais je les ai. Bon, bah. Regardez, ça c'est une vidéo pas montée. Tous les cuts qu'il y a. Hein, quand tu fais des cuts, ça s'appelle pas un montage? Ah bon? Bah alors, je sais pas ce que ça veut dire. Tout démonté. Ah, génial. Ah putain, on va en parler longtemps. Putain, c'était quoi? Je sais plus quel mec du jeu, il disait maintenant ça devient un mème en fait. Ça va devenir un mème. Parce que rien que dans la vidéo du direct, il y en a 150 à sortir. Non les gars, non. Non, vraiment, là. Vous en avez pas, on est comme ça. Non, non, vraiment là les gars. T'as Non. accusé au loup-garou alors que t'es loup-garou. Vous avez Pierre en train de dire ça. Non. Ah ouais, il y avait une fille qui faisait le react et qui disait, quand il a dit non, non, il n'y a pas d'adultère, il y a juste tromperie, elle fait non, me dis pas que dans 2 secondes il va dire sucer, c'est pas trompé. Ah, sucer, c'est pas trompé. Bon, alors, est-ce que vous avez donné les droits à Eva Green de se connecter en bureau à distance à sa machine? Donc maintenant, je vais aller sur le client 01, qui est donc un autre ordinateur, qui n'est pas celui d'Eva Green. Et bah, je vais faire en fait comme vous faites vous. Mince, je l'ai mis derrière. Alors je vous montre que la preuve, hein, la preuve en image. La preuve, quand je fais Who am I, je ne suis pas logué avec Eva Green, je suis logué avec administrateur du domaine. Mais c'est pas grave. Je lance connexion bureau à distance. Donc je vous rappelle que c'est MSTSC. Et là j'ai 2 solutions. Soit je mets le nom d'ordinateur de la machine. Donc ici, CLI. Je l'ai renommé. Excusez-moi. Je voudrais vérifier ma bêtise. Je l'ai pas renommé, bravo le débile. Donc je peux pas le faire. Bah tant pis, je vais faire l'adresse IP. Hop. Bon, normalement, si j'avais pas fait de la merde, donc j'aurais dû mettre CLI XY02. C'est le nom de la machine. Bon, là, comme j'ai oublié de le faire, je suis obligé de mettre son adresse IP. Mais c'est pareil. Et j'ai donc une boîte de dialogue d'authentification qui s'affiche. Donc comme je vous l'ai dit, quand vous vous connectez en bureau à distance, il faut dire où, vers quelle machine vous voulez vous connecter, donc soit son nom, soit son adresse IP, et il faut vous authentifier. Comme je suis logué avec le compte administrateur, il me propose comme authentification administrateur. Alors évidemment, c'est pas bon. Imaginez que Brigitte elle soit sur son PC à la maison ou sur une autre machine, il faut qu'elle mette Eva Green. Donc il faut cliquer sur autre choix. Je sélectionne un autre utilisateur et je suis e.green et je mets mon password. Et je me log. Un petit message d'avertissement m'avertit. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce message? Impossible d'authentifier l'ordinateur en raison d'un problème lié à son certificat. Oh merde, les certificats. Merde. Le certificat de sécurité n'émane pas d'une autorité. Oh là 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 là. Voulez-vous vous connecter malgré ces... Ah bah oui. Oui. On va pas... Oh, oui, 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 je me connecte quand même. Et alors là, attention, c'est Inception. C'est-à-dire que là, sur l'écran de droite, sur l'ordinateur qui est client 01, je suis connecté à la session se trouvant sur le client 02. D'ailleurs, je retrouve mon explorateur, mon dossier drama. Donc là, c'est comme si j'étais sur le client 01, mais à partir du... non, c'est l'inverse. C'est comme si j'étais sur le client 02 à partir du client 01. Donc Pierre rend l'argent vite.
Oui, oui. Hop, voilà, donc vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes à distance. Vous remarquez que sur le client 02, la session s'est verrouillée. Alors ça, c'est extrêmement important. Sur les clients, c'est-à-dire les Windows 10, les Windows 11, les Windows 12, les Windows 13, tout ce que vous voulez, quand vous vous connectez en bureau à distance, c'est un seul à la fois. C'est mono-session. Il ne peut pas y avoir 2 utilisateurs, 3 utilisateurs, 4 autant que vous voulez, connectés en bureau à distance à plusieurs sur le client. C'est un seul à la fois. C'est pour ça que la session s'est verrouillée. Et ça, c'est ce que vous vivez depuis le début de la formation. Si vous vous êtes connecté ici, c'est pas grave. Si vous vous connectez chez vous, vous pouvez vous connecter ici et les sessions sont verrouillées. C'est pour ça qu'il y en a plein qui étaient à distance. Nous, d'ici dans la salle, on ne peut pas voir ce qui se passe sur votre poste. Quand vous êtes à distance, ça verrouille la session parce que c'est un seul à la fois. Et bien évidemment, si Eva quitte son domicile, revient sur son poste et se relogue, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va déconnecter la session qui était à distance sur l'autre poste. Un seul à la fois. On ne peut pas être connecté à 2 en même temps, donc ça me dit vous avez été déconnecté, car une autre connexion est établie avec l'ordinateur distant. Tac. À vous de jouer. Connectez-vous avec Eva Green. J'ai Oui. pas eu d'erreur de certificat. J'en sais rien. Je sais pas trop quoi te dire. Normalement, il y en a une. Je sais pas. Alors, question pour les autres. Les autres aussi, vous n'avez pas eu d'erreur de certificat? Non, je l'ai pas eu. Il y a la moitié qui l'a eu, la moitié qui l'a pas eu. Vous avez tous mis l'adresse IP? Non, je veux pas. Non, le nom de la machine. Le nom de la machine. Bah, si vous essayez avec l'adresse IP, peut-être que vous aurez l'erreur de certificat. Et toi, t'avais mis le nom ou l'adresse IP? Non. Ah ouais. Pourquoi? Donc t'as pas fait comme moi. Eh ouais. On a bien fait. En informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets. On avait renommé nos machines. Peut-être parce que, oui, parce que vous travaillez bien. Et moi, j'ai fait de la merde. T'as fait exprès, c'était pour tester. Non, 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 c'était pas pour tester. Bah, bien sûr que si, enfin je suis très déçu que vous posiez la question. Mais les certificats c'était il y a longtemps. Oui. Ouais, c'est dommage hein, parce qu'on C'était va l'année dernière. bien en avoir besoin cette semaine. Correspondance du nom, ça vous dit quelque chose? Eh ouais. Et moi comme j'ai mis une adresse IP, bah j'ai pas de correspondance de nom. Pardon. Ouais, moi non plus. Provenance, correspondance, date de validité et non révocation. Tu veux que ça fasse? Ça te le fait. Ah oui, je sais pas. J'ai essayé de jouer la version. Bonne année. Oh, bonne année. Ah, est-ce que ça fonctionne? Ouais. Easy? Parfait. Ah. Attends, le chat il est à moitié effacé. Ouais. Mes salutations. Hey, Bekim! Comment tu vas? Oh, ça fait une éternité. C'est good? Fonctionne test? Des questions?
Non, ça va? Facile? Alors, donc là, ce qu'on a fait, c'était donc autoriser un utilisateur à se connecter à son poste de travail à distance. Donc je vous ai dit que l'autre usage... Ah bah oui, oui, oui. L'autre usage, c'était de se connecter à des serveurs. Donc là, vous avez vu que sur le poste client, on est allé dans sysdm.cpl et on a autorisé les connexions bureau à distance. Est-ce que vous pourriez faire la même chose sur, par exemple, le contrôleur de domaine? C'est facile. Hop, autoriser les connexions bureau à distance. Alors, par contre là, vous ajoutez pas Evergreen, hein? Bah non. Bah non, parce que sinon Evergreen, elle va pouvoir se connecter au contrôleur de domaine. Ça craint. Et donc là, hop, j'ai autorisé la connexion sur le serveur 01. Donc tout à l'heure, à partir du client 01, je me suis connecté en bureau à distance sur le client 02. Bah cette fois, à partir du client 01, je vais me connecter en bureau à distance au contrôleur de domaine. Alors évidemment, pas avec Evergreen. C'est là où il faudra mieux se connecter avec un compte administrateur. C'est pareil. Et voilà, donc là cette fois je suis sur le client 01, je me suis connecté au contrôleur de domaine et bien sûr je peux aller dans Active Directory, je peux faire des OU. L'objectif étant bien sûr de ne pas avoir à se déplacer physiquement sur le serveur. Donc pour faciliter l'administration à distance, c'est en général activé sur tous les serveurs. Et bien sûr, vu que je me suis connecté à distance sur mon serveur 01, la session elle est verrouillée. Eh ouais, ça tousse bien, on est malade, hein, ça c'est... Ça c'est parce qu'on n'a pas bu assez de limonade. Là, dans le serveur, du coup, on a fait sysdm.cpl pour autoriser. Oui. Et dans le gestionnaire de serveur, le bureau à distance, qui a, si on l'active, c'est la même chose, on fait en même. Ah non, c'est pas du tout la même chose.
Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui. Bon, bah après, donc à répéter sur le serveur 2, 3, 4, 5, vous pourriez l'activer sur tous les serveurs. Alors par contre, ce genre de truc, juste activer, autoriser la connexion bureau à distance, c'est un truc qu'on peut faire par GPO, ça. Ça fait partie des paramètres. Vu qu'on veut l'activer sur tous les serveurs, on l'active sur tous les serveurs. Ça peut se faire facilement. Mais bon, c'est pas logique. Alors, maintenant que ça fonctionne bien tout ça, on va passer à la troisième étape qui est la plus intéressante. C'est celle où on va justement se mettre en mode service du bureau à distance pour plusieurs utilisateurs simultanés. Alors, j'ai oublié de vous dire quelque chose, pardon. Sur le coup de plusieurs utilisateurs simultanés, sur les serveurs, ça existe, mais vous pouvez vous connecter qu'à 2 à la fois. Vous pouvez avoir 2 sessions administrateurs en parallèle sur les serveurs. Sur les clients, c'est un seul. Sur les serveurs, c'est 2. On peut être connecté à 2 en même temps. Attention, remarque importante. Si vous avez la session qui est ouverte sur le serveur en direct, ce qu'on appelle l'utilisateur interactif, ça compte comme une session. Donc soit vous avez un utilisateur interactif et un utilisateur distant, soit 2 utilisateurs distants. Sur les serveurs. Sur les serveurs. On peut être à deux, travailler dessus. Oui, on peut travailler à 2 en même temps. Alors attention, si tu travailles à 2 en même temps, c'est pas le même compte. Ce sont 2 comptes utilisateurs différents. Tu peux pas avoir... Parce que si tu te connectes à distance avec le compte qui s'appelle administrateur, c'est un seul à la fois, vu que il y en a un qui prend la session de l'autre, forcément. Mais tu pourras avoir administrateur 1 et administrateur 2, par exemple. Tu peux créer 2 comptes. Et là, on peut se connecter à 2 à la fois. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est je veux créer ce fameux service qui me permettra de me connecter à 10, à 20, à 30 en même temps sur le même serveur. Ça va être un petit peu compliqué. Mais bon, j'ai confiance en vous. Je suis sûr que vous allez y arriver. Alors, la première chose à faire, ça va être vous loguer sur le serveur 1. Votre contrôleur de domaine. Ce que je vais vous faire faire maintenant, je le fais sur le contrôleur de domaine, mais c'est pas du tout obligatoire de le faire sur le contrôleur de domaine. Vous pourriez le faire sur n'importe quel autre serveur. Ce que l'on va faire, c'est ceci. Dans le gestionnaire de serveurs de votre serveur 1, vous avez un conteneur qui s'appelle tous les serveurs. C'est un conteneur en fait qui sert à administrer d'autres serveurs que le serveur sur lequel vous vous trouvez. Et dans ce conteneur tous les serveurs, si vous voulez administrer d'autres serveurs, eh bien, il faut utiliser la méthode ancestrale. Clic droit de souris sur tous les serveurs. Et il va vous proposer d'ajouter des serveurs. Je vais vous demander d'ajouter tous les autres serveurs. Donc dans la console d'administration du serveur 1, on va pouvoir administrer tous les serveurs de l'organisation. Donc on va simplement ajouter des serveurs. Je vais rechercher. Et mes serveurs, ils sont où?
le serveur 2, le serveur 3, le 4, le 5, le 6 et le 7. Et je clique sur ajouter. Donc je suis juste sur rechercher, ça m'affiche tout. Alors évidemment, si vous êtes dans un gros domaine où il y a des milliers de machines, il faudrait que vous commenciez à écrire le nom. Il faudrait écrire SRVXY, pour que ça vous affiche 300 machines. On peut s'auto-sélectionner. On peut Mhm. sélectionner le serveur 1 et on est sur... Tu peux l'ajouter, mais il est déjà dedans, lui, en fait, si tu veux. Auto-sélectionne. « 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon? Ils sont ajoutés, bah vous faites OK. Et voilà. Ça va mouliner. Ouh. Erreur de sécurité de nouveau sur le serveur. C'est bon, serveur 2. Comment on peut savoir ça 3, 4, 5, 6, 7, parfait. Ils sont là. Je vais après avec mon serveur 2. Je veux pas. Qu'est-ce que j'ai fait comme boulette sur mon serveur 2? Vous avez réussi à ajouter vos serveurs? Très bien. Alors, maintenant que c'est fait, bon, le serveur 2, de toute façon, j'en ai pas besoin. Donc, vous allez maintenant ajouter des rôles et des fonctionnalités. On est sur le serveur 1. Et je sais pas si vous vous en souvenez, mais je vous avais dit qu'à un moment donné, un jour, quand on ajoute des rôles et des fonctionnalités, on n'allait pas choisir les installations basées sur une rôle, mais sur installation des services bureau à distance. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Et ce moment, c'est maintenant. Je vous invite donc à cliquer sur installer les services bureau à distance, dans lequel il va nous proposer d'installer des services de rôle nécessaires à l'infrastructure VDI, on dit VDI, Virtual Desktop Infrastructure, pour déployer des bureaux basés sur des ordinateurs virtuels ou des sessions. Alors ici on parle de deux choses que je vais vous expliquer. Évidemment il faudra choisir ça. Je reviendrai sur l'explication plus tard parce qu'on va lancer l'install et je vous expliquerai la différence entre les sessions, c'est ce que nous on va choisir, et VDI. VDI c'est une autre solution. Donc vous choisissez simplement installation des services bureau à distance. Et enfin je fais suivant, que va-t-il se passer? Première question. Est-ce que je veux faire un déploiement standard qui vous permet de déployer des services sur plusieurs serveurs ou un déploiement rapide qui permet de tout déployer sur le même serveur? Alors je crois qu'on avait dit précédemment qu'il valait mieux avoir plusieurs serveurs. On va bien évidemment choisir un déploiement standard parce qu'on va déployer sur plusieurs serveurs. Question numéro 2. Est-ce qu'on veut faire un déploiement basé sur des ordinateurs virtuels ou un déploiement basé sur des sessions? Donc le déploiement sur des ordinateurs virtuels, c'est ce qu'on appelle VDI. Je vous expliquerai après ce que c'est.
Nous, on fait du déploiement de session. Parce que je veux que les utilisateurs se connectent en session à distance. Je veux qu'ils accèdent à leur bureau à distance. Vous prenez donc le deuxième déploiement de bureau basé sur une session. Next. Il est écrit que lorsque vous allez installer les rôles basés sur une session, c'est ce qu'on veut faire, vous êtes obligé d'avoir 3 serveurs différents. Chacun de ces serveurs aura un rôle différent. C'est pour ça que je vous ai fait faire autant de serveurs. Chacun des serveurs que vous avez créés va avoir un rôle spécifique. On pourrait tout mettre sur une même machine, c'était dans la boîte de dialogue d'avant. Il disait qu'on pourrait tout mettre sur un seul serveur. Moi, je veux le mettre sur 3 serveurs différents pour un objectif pédagogique. Mais on pourrait tout mettre sur la même machine si on veut. Je vais vous expliquer chacun des rôles. Le premier rôle, c'est dommage qu'il ait mis en 3e parce que c'est le plus important. Ce qu'on appelle les hôtes de session bureau à distance. Les hôtes de session bureau à distance, ce sont les serveurs sur lesquels les utilisateurs se connectent en bureau à distance. C'est les serveurs sur lesquels les utilisateurs ouvrent la session à distance. C'est ce dont on parle depuis le début. Depuis le début, je vous parle de on va ouvrir une session à distance, on va se connecter à distance. C'est ça. Par rapport au schéma que j'avais fait dans Visio, et ben le serveur hôte de session, c'est celui-là. C'est, comme disait Stéphane, c'est le gros serveur. C'est le serveur qui a 64 Go de RAM. C'est le serveur sur lequel il y aura 50 personnes connectées simultanément. C'est ce qu'on appelle les serveurs hôtes de session. D'accord? À retenir évidemment, qu'est-ce qu'un serveur hôte de session? Deuxième rôle. Il parle du service broker pour les connexions bureau à distance. Le service broker, c'est le serveur dont le rôle sera la répartition de charges des sessions. Donc le broker, c'est celui qui s'occupe de la répartition de charges des sessions. Comme l'a dit judicieusement le S, il a dit que ce serait peut-être mieux qu'on ait plusieurs serveurs. Et oui, ce serait effectivement plus judicieux qu'on ait plusieurs serveurs, et plus précisément, plusieurs serveurs hôtes de session. Dans mon cas ici, j'ai un serveur hôte de session. Et ce serait plus malin d'en avoir 2. Car on l'a dit tout à l'heure, si j'ai beaucoup d'utilisateurs, ça permet de faire de la répartition de charges. Si j'ai un serveur qui tombe en panne, ça permet de renvoyer ce qui était sur le premier serveur en panne vers le deuxième. Ce serait même plus malin d'en avoir 3 serveurs hôtes de session. Ce serait plus malin d'avoir 4 serveurs hôtes de session. Sauf que quand vous êtes sur un poste de travail et que vous voulez vous connecter, il faut vous connecter sur lequel des serveurs? Eh bien, il faut vous connecter sur celui qui est le moins chargé. Hein, le premier objectif, c'est faire de la répartition de charges. Donc si sur mon premier serveur, j'ai 30 utilisateurs, sur mon deuxième, j'ai 40 utilisateurs, sur le troisième, j'ai 30 utilisateurs, et si sur le quatrième, j'ai que 10 utilisateurs, ce serait bien que quand vous vous connectiez, vous vous connectez sur le serveur, sur le 4, pardon, sur le serveur numéro 4, pas sur le serveur numéro 1 qui est déjà surchargé. Donc, pour faire cette répartition de charges, en fait, vous avez un autre serveur. Vous avez un serveur qui s'appelle le broker. Le broker de session. Le boulot du broker de session, ce sera d'aiguiller les connexions à distance vers un serveur où il y a le moins de sessions possible. C'est un peu le chef de gare. C'est le chef d'orchestre, si vous voulez, le broker. Donc ça fait que quand un utilisateur va vouloir se connecter, on va prendre un exemple simple. Je suis sur le client 01. Je veux me connecter par exemple au serveur 3. Le serveur 3 va demander au broker, est-ce que l'utilisateur qui se connecte chez moi, je le garde ou je le renvoie vers quelqu'un d'autre? Si le serveur 3, c'est le serveur qui a le moins de sessions, vous restez sur le serveur 3. Si le serveur 2 a moins de sessions, vous serez redirigé vers le serveur 2. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc je vous le redis, lorsque vous avez plusieurs serveurs hôtes de session, le broker va être le serveur
qui va équilibrer les connexions entre tous les serveurs aux 2 sessions que vous avez. Du coup, l'ordinateur, il va interroger le serveur 2, par exemple, en disant Oui. est-ce que je me connecte là. Chez toi. Et le serveur 2 Le demande au serveur broker, Il va demander au broker. est-ce que celui qui se connecte chez moi, il se connecte chez moi ou je l'envoie vers quelqu'un d'autre? D'accord. On peut pas connecter la machine, enfin, je sais pas, mais direct au broker pour. Non, et comme ça ça, se le passe pas broker, comme ça. lui, il envoie après. Non. On peut le faire comme ça aussi. Ça marche dans les 2 sens. Ah oui. Ça marche dans les 2 sens. Mais ça a un défaut de faire ça. Parce que lorsqu'on disait d'avoir plusieurs serveurs, l'objectif c'était de faire quoi? Je vous ai dit, c'était de faire de l'équilibrage de charge. Ça fait que grâce au broker, on va se connecter d'abord sur le 3, puis sur le 2, puis après on sera peut-être sur le 4, etc. Ça va équilibrer les charges. Le deuxième intérêt, c'est d'avoir de la redondance. Dans l'exercice que j'ai là, si le serveur 2 tombe en panne, mais c'est pas grave, il vous en reste 3 autres. Donc les utilisateurs seront répartis sur les autres. Si on se connectait directement au broker, si le broker tombe en panne, on peut plus se connecter. On peut carrément plus du tout se connecter. Ouais. Donc il faudrait faire de la redondance de broker. Ouais. Donc en fait, on a un système de redondance et on a besoin d'un deuxième système de redondance pour redondance. Ouais. Mais ben non, c'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant. C'est pour ça qu'en général, on se connecte aux différents serveurs de session et c'est les serveurs de session qui interrogent le broker. Parce que dans ce cas-là, si le broker est en panne, qu'est-ce qu'on perd? L'équilibrage de charge, c'est tout. Et l'équilibrage de charge, c'est pas très grave. Ça n'empêche pas de se connecter. Ça peut poser des problèmes à long terme, parce qu'on aura peut-être des serveurs surchargés, mais au moins on peut se connecter. Donc c'est pour ça qu'on fait comme ça. Donc voilà, le broker, son boulot, c'est équilibrer les charges. Dans notre infrastructure, nous allons faire ceci. Le serveur 5, ça va être le broker. Et les serveurs 3 et 4, ça va être les serveurs aux 2 sessions. Parce qu'on est des déglingos, nous, on va tout de suite mettre 2 serveurs aux 2 sessions. Donc c'est pour ça que je vous ai fait faire plein de serveurs. Pour séparer les rôles. Donc les serveurs 3 et 4 vont être 2 serveurs aux 2 sessions. Donc les utilisateurs, c'est sur ces serveurs-là qu'ils vont se connecter. Le broker, ça va être notre chef d'orchestre qui va répartir les charges entre les serveurs 3 et 4. Hein, c'est ces deux-là qui vont être nos serveurs aux 2 sessions. Et dans notre installation, il nous dit aussi que pour que ça fonctionne, il est obligatoire d'avoir un serveur accès bureau à distance par le web. Et donc l'objectif du serveur accès bureau à distance par le web, c'est de permettre aux utilisateurs de se connecter en bureau à distance avec un navigateur. Je vous ai dit que quand on veut se connecter depuis un client en bureau à distance, qu'est-ce qu'il faut lancer? Il faut lancer MSTSC. Bien, avec le serveur accès bureau à distance par le web, vous aurez besoin d'un navigateur. Pas du client connexion bureau à distance. Ça sert à ça. Donc, moralité, quand vous devez installer du service bureau à distance sur les serveurs Windows, il vous faut installer 3 rôles obligatoirement. Vous voyez bien, c'est pas des cases à cocher. Hein. Vous pouvez pas dire je veux que des hôtes de session. Hein. Vous êtes obligé d'avoir les 3. Il vous faut au moins un serveur aux 2 sessions, au moins un broker et au moins un serveur accès bureau à distance par le web. Obligatoirement. Bon, les 3 peuvent être sur la même machine. Hein. Ça pose pas de souci. Dans un souci de compréhension, moi je vous les ai éclatés sur 3 serveurs différents. Bon, c'est aussi pour vous faire chier. Donc bah, je vais faire suivant évidemment. Hein. Et première question, il me demande de sélectionner qui est le... Et je vous ai demandé de choisir quelle machine. Le serveur 5. C'est pour ça que je vous ai demandé de bien les nommer. Parce que ça veut dire que quand on va parler du broker, on parlera du serveur 5. Quand on parlera du... Ah, j'ai oublié de dire accès web, on fera le 6. Hein. Le serveur 6, ce sera le serveur accès web. Donc j'ajoute mon serveur 5. Suivant.
qui mouline. Voilà. Deuxièmement, spécifier le serveur accès web des services bureau à distance. Je vous ai dit qu'on prendrait le 6. Donc je choisis le 6. Donc vous n'allez pas cocher cette case installer le rôle d'accès web sur le service broker parce que je veux que ce soit deux serveurs séparés. Mais ce serait possible si on voulait économiser des serveurs. Donc j'ajoute bien le 6. Le suivant. Et les serveurs hôtes de session, c'est lesquels? Donc vous ajoutez cette fois les deux serveurs hôtes de session. Le serveur 3 et le serveur 4. Donc vous avez affecté au serveur 5 le rôle broker de session, au serveur 6 accès bureau à distance par le web, et les serveurs 3 et 4 hôtes de session. Oui. J'ai un petit problème avec le serveur 4. Je m'étais lourdé tout à l'heure, donc j'ai remis une adresse IP. Je m'étais trompé sur l'adresse IP. Et là, je l'ai dans l'ajout des serveurs, sauf que j'ai pas d'adresse IP en face. Est-ce que ça fonctionne si tu arrives à l'ajouter? Non, il me dit... Je m'étonne. Bah faut que tu annules tout, non? Alors pour les autres, on va faire suivant quand même. Et on va aller voir ce qui se passe chez toi. Alors pour ceux qui ont réussi à faire suivant, il vous dit j'aime beaucoup. Il se peut que les serveurs suivants redémarrent après l'installation du service de rôle. Bon, je vous le confirme, ils vont redémarrer. Hein. Ça va redémarrer tout seul. Donc ne vous inquiétez pas si vos serveurs 3 et 4 redémarrent. C'est normal. Je coche redémarrer automatiquement si c'est serré, je clique sur déployer. Alors, qu'est-ce qui se passe chez le J? À mon avis, ça c'est un manque de limonade. Ah, alors là c'est pas la même limonade. Alors, objet, ordinateur cible, inaccessible, tu m'étonnes. Alors, tu vas fermer ton gestionnaire de serveur. Et tu vas aller dans CMD et tu vas me faire un petit flush DNS s'il te plaît. Non. Alors, faut d'abord écrire ipconfig, espace, slash, slash du 2 points, et flush DNS. En un seul mot. Petite vérification, est-ce que maintenant tu peux faire un ping? C'était service Y04? Oui. Fais ping à service Y04 s'il te plaît. Est-ce que c'est la bonne adresse IP? Oui. Pourrais-tu réouvrir ton gestionnaire de serveur s'il te plaît? Déjà, va voir dans tous les serveurs. Ça a l'air mieux. Il faut que tu recommences, donc vas-y. Ajouter des rôles et des functionalities. Oui. C'est du bureau à distance qu'on veut faire. Standard, c'est bon.
basé sur une session, c'est ça. Pas le choix. Alors d'abord le broker, on a dit le 5. Oui. Suivant. Accès web, on a dit le 6. Suivant. Et aux 2 sessions, le 3, et le 4. Next. Maintenant qu'on fait la prière. Prière audio limonade. Tu dois cocher redémarrer automatiquement et cliquer sur déployer. Et une fois n'est pas coutume, on va regarder des barres d'avancement avancées. Jusqu'à temps que ça fasse terminer. Bon, normalement c'est très rapide. Hein. Pas grand-chose. C'est en attendant, pendant que c'est en train de déployer, au niveau des comptes utilisateurs, est-ce que vous en avez créé au moins 12? Il m'en faut au moins 12. 12. Au moins, s'il vous plaît. Je serai bien urbain. J'ai une question. Toi, t'as fait 12 000. J'ai 150. 150, ça va, on est bien. Par contre, j'ai fait une bêtise sur mon PowerShell et tout, j'avais tout remodifié. Et j'avais même changé dans mes modèles au départ que se prêtaient. J'avais 2 serveurs 2022. J'avais un serveur standard et un data center. Et je me rends compte que c'est le data center que j'ai enlevé. Et c'est pour ça que le standard que j'ai. Parce qu'il y a plus d'options en data center. Non, mais non, 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 c'est exactement les mêmes fonctionnalités. D'accord. Bon, la seule chose qui change, c'est une question de licence, si tu veux, dans le... Dans les commandes, dans Windows, maintenant tu as des licences de virtualisation, ça s'appelle. En fait, quand tu as un serveur Hyper-V, t'installes un serveur Hyper-V, t'installes Hyper-V, n'importe quoi. T'as un serveur Windows, pour la version. T'installes Hyper-V et dedans tu fais des VM. Bon bah en fait, il te faut une licence par VM. Que j'installe à l'intérieur. Non, non, ça s'installe pas, ça se paye juste. Alors, il se trouve que ça fait de nombreuses années que Bill n'est plus l'homme le plus riche du monde. Ça commence à faire beaucoup. Donc, fut un temps, c'est depuis serveur 2016, je crois qu'il y a ça. Depuis serveur 2016. Pour racketter un peu plus ses clients, il a dit, quand vous faites une VM, il vous faut une licence de virtualisation. Sachant que le serveur que tu vas mettre dedans, il faut une licence système d'exploitation aussi. Hein. Il en faudra une. Hein. Faut que tu payes de licence. Déjà une première fois ton système d'exploitation. Pardon ? Tu as déjà payé des frais sur ton système d'exploitation. Ta licence serveur 2016, tu la payes, Au taquet parce que tu es un pro. évidemment. Et Et si cette licence, c'est dans une VM, il faut que tu payes une licence de virtualisation en plus. Et par VM que je fais. Évidemment, par VM que tu crées, bien sûr. Et c'est là où il y a la différence. Si tu as un hyperviseur qui est sur une licence data center, le nombre de VM sont Aussi. illimités D'accord. sans payer de licence supplémentaire. Alors que là, c'est 2 En fait, ah non, non, faut les payer. C'était 2 max. En fait, tu peux en faire 2, sinon tu payes. Alors, c'est deux compris dans le prix. Ouais. C'est-à-dire qu'avec une version standard de serveur 2022 ou serveur 2016 ou voilà standard, tu peux créer 2 machines virtuelles sans avoir à acheter de licence de virtualisation supplémentaire. Alors évidemment, la licence data center elle est beaucoup plus chère que la standard. Oui, voilà. C'est à peu près 10 VM. Si ton hyperviseur il dépasse les 10 VM, ce sera plus rentable d'avoir une licence data center que d'avoir une licence standard. Mais au niveau des rôles qu'on ajoute, c'est tous les mêmes. Il n'y a rien en plus ou rien en moins. L'Active Directory d'une version standard ou data center, c'est le même. Le RDS d'une version standard ou data center, c'est les mêmes. C'est juste une question de licence, voilà. C'est une question de, on va dire, de licence compris dans le prix. Voilà, d'intégration dans la licence. Et bah, donc très souvent, les hyperviseurs, c'est une licence data center. Et les VM, c'est une licence standard qui est dedans. Évidemment, c'est très peu d'intérêt d'acheter une licence data center pour la mettre dans une VM. C'est intéressant que ce soit ton hyperviseur, parce que tu fais plein de VM dedans. C'est ça, c'est une question d'optimisation de coût de licence suivant ton usage. C'est tout. Je pensais pas qu'il était aussi loin. Avant, c'était ça. Avant, alors il y a toujours eu une version standard et data center des versions de serveur. Et dans les vieilles versions,
je crois que ça s'est fini avec 2012. Hein. Mais déjà dans 2008, ou serveur 2013, il y avait une différence entre la version standard et la version data center. Alors c'était quoi? Techniquement, ils ont réussi à. Il y avait des fonctions en plus en fait. Ouais. Dans la version data center, tu avais plus de choses que dans la version standard. Ils prennent plus la tête, quoi. Ah bah non, c'est la même chose partout, faut juste... Et tu rack. Tu vois que- Ils ont pas mis des licences en nombre de cœurs. Si, c'est ça aussi. Alors ça aussi, ça c'est le... C'est combien tu en payes. Alors c'est pas en cœur, c'est en socket. Parce que c'est pareil, la version data center, tu la payes au socket. Les sockets, c'est ça, tu sais, dans les lames, Ouais, t'as 2 processeurs physiques. Ben non. Une licence data center, c'est pour 2 processeurs physiques. Mais si tu as un très gros serveur, parce que tu veux faire un gros hyperviseur, et que tu as 4 sockets, il te faut 2 licences. Oui, c'est du racket. Mais moi j'ai envie de dire, si tu veux payer moins cher, tu veux pas de licence, va chez Linux. Va monter des hyperviseurs Linux là. Vas-y, monte-en, fais-en plein. Fais-en. Fais du Proxmox. Proxmox c'est très bien. Allez. Pareil pour les choses simples, pour les routeurs, etc. C'est bien pour des Linux. Ah bah évidemment. C'est plutôt- Réussi. Ouais. C'est une réussite. Ça c'est fou. Évidemment. Eh ben c'est bon tout ça. Bim. On en parle de VMware. Ben justement, tous ceux qui étaient sur VMware, ils passent sur Proxmox maintenant. Ça y est, Proxmox va devenir le deuxième éditeur de virtualisation après Hyper-V. Alors, normalement, vos serveurs 3 et 4 ont dû redémarrer. Si je ne m'abuse. Si vous jetez un coup d'œil en passant, ça a dû redémarrer. Et maintenant, vous devez avoir ça en plus. Dans votre serveur 1, dans le gestionnaire de serveur, vous avez un conteneur supplémentaire qui s'appelle Service de bureau à distance. Donc c'est l'outil qu'on va utiliser pour gérer nos différents serveurs de bureau à distance, les hôtes de session, le broker, on va tout trouver là-dedans. Donc je vous invite sur le serveur 1 à donc cliquer sur le conteneur service de bureau à distance. Et on va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Et qu'est-ce qu'on peut en faire ?
Donc faites attention parce que quand vous cliquez dessus, ça le réduit. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir ceci. Ce qu'on appelle, et je vous demanderai assez souvent de revenir dessus. Donc, cette semaine, je vous dirai souvent, est-ce que tu peux aller dans la vue d'ensemble de tes services bureau à distance? Donc la vue d'ensemble, hein, c'est là où il y a écrit vue d'ensemble. C'est ce qui se passe quand vous êtes dans le gestionnaire de serveur du serveur 1 et que vous cliquez sur service bureau à distance, ça vous affiche la vue d'ensemble. Donc vous avez la vue d'ensemble de votre infrastructure des services bureau à distance. L'objectif étant, bien évidemment, de trouver... Le vert, c'est pas ouf, mais c'est surtout ça. Hein. On retrouve ici des informations... Tac, tac, tac... Voilà, je les vois là. Voilà. Vous avez, dans un premier temps, vos différents serveurs. Donc, vous savez quel est le rôle attribué à chacun des serveurs dans votre vue d'ensemble. Je sais qui est le ou les serveurs hôtes de session. Je sais qui est le broker. Je sais qui est le accès web des services bureau à distance. C'est écrit ici. Alors, pas que. C'est aussi écrit là. Hein. C'est écrit là, le broker, les hôtes de session, l'accès bureau à distance par le web. Ils sont là. Hein. Non, oui, on les voit pas en... Ah, il me semblait qu'on les voyait au survol. Non, c'est ça, juste aller, je vous avais supprimé ça, on va voir ça plus tard. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse. Alors, est-ce que quelqu'un n'y est pas encore? C'est bon? Vous avez tous votre vue d'ensemble avec vos différents serveurs, hôtes de session, brokers et autres accès web des services bureau à distance? C'est normal que le service broker, il est le domaine écrit en grand ou écrit en petit. T'es en train de me parler de la casse là? Ouais. Ouais. Je vois que tout le monde a la même chose. Ouais, ah ouais, merde! Ah bah non! Ah non, non, ça c'est pas normal, hein! Ah ouais, c'est écrit en majuscule, alors que les autres sont écrits en minuscule. Et quand on sait l'importance de la casse dans les environnements Microsoft, bah je pense qu'il faut tout refaire. Moi je pense qu'il faut tout supprimer et tout recréer, parce que là, ouais, il faudrait qu'on résolve ce problème. Hein. Tout le monde a le même problème? Ah non, toi c'est écrit tout en majuscule. Ouais. Donc, c'est bon, Pour tous les serveurs? Ouais. Aïe, 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 comment on va faire? Ah bah là, format de ces 2 points, hein. Je vois que ça... Ah ouais, on va tout formater là. Bah ouais, attends, c'est pas la même casse. On l'a toujours dit, hein, c'est... Hein, Là, on avait tous la même casse. Sauf, Mm. du coup, sauf toi. ah bon, sauf... C'est moi qui... Ah oui, bah merde alors. Ah bah toi, tout est en majuscule? C'est pas un problème. Hein. Oui, mais parce que tu es majuscule. Ah, je pense qu'il vaut mieux qu'on s'arrête là. Hein. Bah là, tu vois, comme tu vois, c'est ça. Ah, il y en a où c'est écrit en majuscule, d'autres en minuscule, ça on sait que ça va foutre la merde. Je sais pas ça que c'est pas grave. Moi je sais plus trop quoi faire. Je commence à être désespéré, hein, si tu veux. Moi le seul truc qui me fait tenir, c'est que je vais voir la réponse de Sylvain, la réponse de Pierre, et je vais me regarder la vidéo, et puis ça va me faire marrer. Une petite limonade. Avec une petite limonade là, ça va être un petit bonbon sucré. Est-ce qu'il veut y en avoir encore d'autres? Ça va être- Évidemment. Ça peut pas s'arrêter là. Ah, ça peut pas s'arrêter là, là. Faut Ça y qu'il est, rende l'argent, ça y est, là, le ping-pong est lancé là. Ça va. Il a été bon aussi, avec le avant large. Vas-y, ça fait courir. Bon, Je sais pas. continue. Ah bah je sais pas parce que là il y a c'est pas la même casse donc je suis un peu paralysé là. Vas-y, vas-y. C'est comme ça. Sinon, limonade. Ah, ouais, limonade, ouais, je suis obligé de voir la limonade. Moi, je suis pas par mal, mais... Donc on tente quand même alors. Là, pour moi, il n'y a pas de problème avec la casse. Hein, mais... Et ben alors pourquoi t'en parles? Parce que pour une fois, je vois que tout le monde a la même chose. C'est bizarre, parce que normalement, tu peux en avoir un qui est plus grave. Et là, il vient de m'expliquer que non, je suis rassuré. On peut avoir ça. Heureusement que c'était la merci, mec. C'était qui m'a sauvé. On y va? Allez, on y va, très bien. Alors, pour finir, nous ne pouvons pas encore utiliser nos serveurs car nous allons devoir créer quelque chose qui s'appelle
une collection. La collection, c'est l'élément qui va créer le groupe des serveurs haute de session qui va permettre au broker de fonctionner, etc. Il faut absolument créer une collection. Donc pour créer les collections, il faut que vous ayez dans le conteneur qui s'appelle collection. Tu peux répéter ce que c'est une collection? J'ai pas bien- C'est un ensemble de serveurs haute de session gérés par le broker. C'est ça la collection. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je vous disais que voilà, on allait avoir ici des utilisateurs qui se connectent à un ensemble de serveurs haute de session. Eh bien, pour que ça fonctionne, on va être obligé de créer une collection. C'est-à-dire qu'il va falloir réunir en fait tous mes serveurs haute de session dans une unité administrative. Ça, je vais l'enlever. Voilà. Tous mes serveurs haute de session. Là, dans l'exemple, j'en ai 4. Hein. Et ben, tous ces serveurs haute de session, il faut que je les mette dans une collection. Et c'est ce qu'il va falloir qu'on fasse pour nos 2 serveurs haute de session, le serveur 3 et le 4. Il va falloir qu'on les mette dans une collection pour que ça fonctionne. Il va donc falloir qu'on crée une collection. Donc une collection, c'est un serveur, c'est un ensemble de serveurs haute de session gérés par le broker. Un service broker ne sait gérer que des collections. Il faut des collections. Si vous travaillez avec des personnes âgées qui avaient d'anciennes versions, on appelait ça des batteries de serveurs avant. Donc avant on appelait ça des batteries, maintenant on appelle ça une collection. Certainement. Il fallait réfléchir, alors peut-être que dans la prochaine version on appellera ça des paniers, ou des sacs, ou des, je sais pas, des poches, des Pokéballs, des Pokédex. On appellera ça un Pokédex, peut-être après, mais voilà, ça s'appelle une collection. Donc ici vous voyez d'ailleurs que vous avez déjà vos serveurs haute de session qui apparaissent ici. C'est la liste des serveurs haute de session de l'organisation, parce qu'on pourrait imaginer des serveurs haute de session, on en a avoir des dizaines, et faire des collections différentes. On n'est pas obligé de mettre tous ces serveurs haute de session dans la même collection. Ils peuvent être dans des collections différentes. Et donc la méthode ancestrale pour créer une connexion, elle ne fonctionne pas. Et moi je veux faire clic droit de souris nouveau. À chaque fois ça me le fait, j'ai envie de chialer. Dites Christo. Et ouais, je sais pas pourquoi. Ça marche pas clic droit de souris sur collection. Non. Pourtant, c'est ce qu'on devrait faire. Ça fait 200 ans qu'on fait ça. Et ben non, il va falloir aller sur tâche en haut à droite pour créer une connexion de session. Je suis désolé. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Les développeurs. Ah bah ça c'est sûr. Ah bah ça c'est sûr, c'est une idée de développeur. Ça c'est une idée de merde. C'est une idée de développeur. Je sais pas quoi faire. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Non mais à croire qu'ils veulent enlever le clic droit de souris, hein, je pense. On en est à... Les mecs ils ont pensé que ah ouais on va avoir des tablettes d'administrateurs. Et il nous faut un doigt. Donc on peut plus faire clic droit de souris, donc il faut tout faire avec une main. Je sais pas. Réveille. Donc dans tâche, en haut à droite, je clique sur créer une collection de sessions. Et c'est l'outil qui va me permettre de créer une collection. Bon, c'est parti. Vous devez nommer votre collection. Alors comment est-ce qu'on appelle notre collection? On l'appelle collection? Non, moi je vais l'appeler Pokédex. Parce que c'est là qu'on met, on met notre collection, on les met dans un Pokédex. Donc, je l'appelle Pokédex. Question. Quels sont les serveurs haute de session bureau à distance qu'il y aura dans cette collection? Bon bah il en faut au moins un, minimum, mais bien évidemment comme nous on est des gens sérieux et qu'on prévoit la redondance, l'équilibrage de charge, etc. Bah on en met 2. Donc je vous invite à mettre le serveur 3 et le serveur 4 dans votre collection. On n'en met pas un, on n'en met pas 2,
On en met 2. Donc j'ajoute les 2 serveurs 3 et 4 dans ma collection. Suivant. Ah! Ajouter le groupe d'utilisateurs qui doivent avoir accès à la collection de la collection. Alors par défaut, ce sont les utilisateurs du domaine. Mais vous savez que moi j'aime bien créer des groupes. Je vais donc aller dans mon annuaire Active Directory. Ah mais j'ai oublié de créer mon OU groupe moi. Bah bravo. Je te jure, le mec, il fait que de la merde. Ah, on dirait Pierre. Et donc on va créer un groupe qui s'appelle Utilisateur Pokédex. On pourrait l'appeler dresseur. Donc utilois utili. Qu'est-ce que j'ai écrit? Putain mais j'arrive pas à me relire. Attends. Ce que je vais faire ça. Voilà. Utilisateur Pokédex. Donc je crée un groupe qui s'appelle Utilisateur Pokédex. Et bien sûr, je vais enlever utilisateur du domaine et à la place, je vais mettre utilisateur Pokédex. Voilà. Ça veut dire que moi, je vais créer un groupe. Et les utilisateurs que j'autorise à se connecter à la collection Pokédex, ce seront les utilisateurs qui seront dans le groupe utilisateur Pokédex. Ça, c'est pas n'importe qui. C'est pas tous les utilisateurs du domaine qui vont avoir le droit de se connecter à la collection Pokédex. C'est bon, vous m'avez ajouté le groupe utilisateur Pokédex? Formidable. Non? Faut juste créer un groupe, hein. Ouais, mais je peux rien faire. Tu peux rien faire? Comment ça, tu peux rien faire? Et je peux pas aller sur mon serveur. T'as ton serveur. Oui, mais là, t'as pas fait. Bah, fais fermer. Fermer, ça marche pas? Il n'y a pas une fenêtre qui est cachée derrière, là? C'est ce que j'essaie de voir, mais non. Bah, si. Comment ça se fait que t'as autant de. Non, mais si, t'as 3 fenêtres d'ouvertes en même temps, là. Ouais. Bah, déjà, celle-là, elle était pas finie. T'avais pas fait fermer. Bah, je sais pas, ferme les autres. Voilà, bah là tu fais annuler, oui, voilà, oui. Voilà, celle-là tu fais fermer. Voilà, on va fermer les fenêtres proprement. Ah oui, bon, voilà. Allez hop, comme ça, on repart. Au moins c'est propre. Non, c'est pas dans outils. C'est dans la colonne de gauche, sur service bureau à distance. Voilà, dans la vue d'ensemble. Tu vas sur collection. Et là, malheureusement, en plus, t'es pas... Comment, ta résolution le voit pas, mais le bouton tâche, il faut que tu utilises l'ascenseur horizontal. Comment c'est bien fait, hein, ça, les mecs, les développeurs. Hein. Et les mecs, ils ont cogité hein, pour nous faire cette merde. Hein. Alors, on a dit Pokédex. Limonade, enfin, bon, Pokédex. Serveur 4 et serveur 3. Next. Suivant. Tu me supprimes utilisateur du domaine. Tu ajoutes utilisateur Pokédex. Fais entrer, hein, fais entrer. Oula, non. Oula.
Ok, j'ai dit de faire entrer et le mec il fait vérifier. Alors ça c'est quelque chose que je dois vous avouer. J'ai jamais compris pourquoi tout le monde fait ça. Vous cliquez sur vérifier les noms. Mais pourquoi vous faites ça? Ah oui, non, je sais ce que Là, juste le J. Voilà, tu fais juste entre. c'est. Oui, parce que je l'ai mis là à l'arrache. Bah, tu l'as pas créé, utilisateur Pokédex? Oui, je l'ai mis dedans. Ouais, j'ai rien fait. Ah bah, fais annuler. Parce que là, apparemment, il n'y a pas utilisateur Pokédex. Ouh. Est-ce que tu as créé un groupe qui s'appelle utilisateur? C'est là que j'ai pas pu le faire. Hein. Ah bah, fais-le. Comme ma fenêtre était bloquée, Oui. j'ai pas pu aller créer, j'ai pas pu aller créer le groupe. Ok. Bah, fais-le alors. Non. Je peux pas y aller. Mais c'est normal, t'as un outil qui est ouvert en plein devant là. Faut que tu fermes tout ça d'abord. Annuler. Ouais, faut que tu fasses annuler. Oui. Voilà. Et voilà. Alors maintenant, si j'avais pas voulu annuler, il y avait une solution pour lancer utilisateur du domaine sans passer par le gestionnaire de serveur? DSA.msc. DSA.msc. Ouais. Alors, ces utilisateurs Pokédex, est-ce qu'ils sont là? Oui, ils sont là, utilisateurs Pokédex. Next. Alors, attention, il vous propose d'utiliser les disques de profil. On ne le fera pas. Je vous expliquerai plus tard la différence. Vous décochez, activez les disques de profil utilisateur. Fait suivant. Confirmation, on est bien. Pokédex, pas de disque utilisateur, serveur 3 et 4. Utilisateur Pokédex, créé. Et c'est parti. Une fois que la collection sera créée, on pourra l'utiliser. Non, on ne pourra pas encore l'utiliser, mais on fera la suite cet après-midi. Tout le monde a lancé la création de sa collection. Oui, moi je l'ai fait. Elle est excellente. Après, c'est parti. Encore des barres d'avancement qui avancent. Que ça dans ce métier. Là, je vous ai dit que c'était la base. Allez, pause, bon appétit, à tout à l'heure, like, partage. Cette année, c'est l'année du drama.